N'oubliez pas, dans le fond, tout est... Le groupe Facebook est là, tu sais, on est là pour vous, ça nous fait plaisir, on répond assez rapidement, je pense en général. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, comme je dis, chat ou sinon, c'est ça. En fait, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose dans le chat tout de suite. Qu'il y a quelque chose d'ailleurs. Voilà. Bon, Marguerite qui dit merci, Daniel et Mélisa. En effet, ils ont fait une super de bon job. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je casse tout. Mon nom, c'est Sean Béliveau. Et puis, alors, je suis ostéopathe. Je suis aussi kinésiologue. Je suis sorti je suis formé à l'Université McGill. Je suis aussi sorti en médecine fonctionnelle de l'Université de médecine fonctionnelle aux États-Unis. Et je suis aussi maître praticien en programmation neuro-linguistique. Fait que ça pour dire que j'étudie vraiment beaucoup le corps humain et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir, on va juste, on va voir un peu la base de qu'est-ce qui se passe. En fait, là, c'est quoi des protéines, c'est quoi des gras, c'est quoi des glucides, juste pour se familiariser juste avec un peu de terminologie alimentaire. Et on va aussi voir un peu l'hydratation et on va voir ensuite comme quoi manger quand. Là, on vient de faire un entraînement, c'est le temps d'aller prendre une petite collation si vous avez quelque chose de pas loin. Et vous n'avez pas besoin de prendre aucune note, en fait. Catherine, ma merveilleuse conjointe, a décidé qu'elle mettrait tout ça dans un beau petit format d'une page, là, tout écrit. Comme ça, vous allez pouvoir juste prendre ça et vous aurez accès à vraiment comme toute l'information qu'il y a dans la formation sur une belle petite page. Alors, les protéines, ce que ça veut dire protéines, ça veut simplement dire la vie. Hein? C'est vraiment ça. Pro-vie. C'est ça que ça veut dire protéines, ça veut dire pro-vie. C'est quand même assez intéressant. Et nos protéines sont faites d'acides aminés. Fait qu'une protéine, c'est un groupe d'acides aminés différents. Et on a ce qu'on appelle des acides aminés qui sont essentiels. Conditionnellement, fait qu'on a les essentiels ici, on a les conditionnellement essentiels, puis on a les non essentiels. Alors, ce que ça veut dire essentiel, ça veut dire que notre corps ne peut pas le produire. Ça veut dire qu'il faut que je le mange de source externe pour que mon corps puisse s'en servir. Conditionnellement essentiel, ça veut dire qu'il y a certaines conditions qui doivent être remplies. Et puis, non essentiel, ça veut simplement dire que mon corps est capable de le faire à partir de d'autres choses. Fait que c'est comme si j'ai un arbre, ben, pour avoir une table, ça me prend du bois. Fait que le bois, ben, ça me prend un arbre. Mais si j'ai un arbre, je suis capable de le couper et faire une table avec. Fait que les non essentiels, je suis capable de prendre mon bois d'arbre puis faire une table. Pas moi personnellement, je ne suis pas capable de faire une table, mais admettons quelqu'un qui serait capable de faire une table. Voilà. Alors ici, il y a un examen en passant. Tous mes cours ont toujours des examens. Fait que vous devez être capable de nommer tous les acides aminés essentiels et non. C'est pas vrai, il n'y a pas d'examen, c'est une joke. Okay? J'essaie de me trouver drôle, ça m'arrive quand même pas mal. Alors, il y a des acides aminés, ça c'est les acides aminés qui sont considérés essentiels, puis ça c'est les acides aminés qui sont considérés non essentiels. C'est juste pour vous donner une petite idée, il y a 20 acides aminés différents. Voilà, c'est ça, j'ai fait des examens. Dan est en train d'écrire les examens comme on se parle. Alors, nos protéines viennent vraiment, on a deux sources principales, on a des sources animales puis des sources végétales. Les sources animales sont toutes considérées complètes. Fait que quand que je mange de la viande, ben dans la viande, dans les œufs, dans le fromage, il y a toujours toutes les acides aminés qu'on a besoin pour pouvoir renourrir, refaire, reconstruire notre corps. Fait que ce soit du saumon, des œufs, du poisson, de la viande rouge, du poulet, n'importe quoi. La majorité des protéines végétales sont incomplètes. Le quinoa et le soya sont des exceptions. Fait que ça veut dire que dans la majorité, dans les noix, dans les lentilles, dans la spiruline, ça veut dire que je n'ai pas tous les acides aminés que mon corps a besoin pour pouvoir produire tout ce qu'il a besoin. Fait que souvent, là, dans le monde de végétarianisme, là, on va combiner différents trucs pour pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle une protéine qui est complète. Fait que, si je prends du riz et je le mélange avec des lentilles, j'ai une protéine complète. Si je prends de la spiruline puis je mange des noix, fait que ça veut dire, dans le fond, que j'invente, là, mais on va dire dans le riz, il y a ces 4-là, puis dans les lentilles, il y a ces 5-là, fait que tout à coup, je combine les deux et j'ai ma protéine complète. Donc, il y a quand même moyen d'avoir
une protéine complète de source végétale. Le seul problème des fois avec ça, c'est que même à l'intérieur des sources végétales, c'est plus difficile à digérer. Pour notre système, tu sais, on n'est pas l'exemple tout le temps extrême de ça, c'est la vache, elle a 5 estomacs, ben, elle utilise ces 5 estomacs-là pour complètement digérer toute la protéine qu'il y a dans tout le gazon parce qu'elle mange que du gazon. Mais chez l'être humain, c'est un petit peu plus difficile. Fait que cette étude-là, elle suggère, si vous me connaissez ou si vous, j'aime ça avoir des études quand même que c'est pas juste vrai parce que je l'ai dit. C'est pas comme ma mère qui me disait que manger des patates crues, ça donnait des vers quand j'étais un enfant. C'était juste vrai parce que ma mère le disait, mais il n'y a en fait pas de fondement pour de vrai dans tout ça. On l'aime pareil, c'est merveilleux pareil, mais c'est ça. Alors, des fois, c'est de dire, ben, OK, ça prend un peu plus de protéines si on est pour manger une alimentation qui est plus végétarienne. Fait que là, après ça, la question se pose, ben, combien de protéines? Ben, on veut entre 0,8 et 1,8 g de protéines par kilogramme de poids. Alors, ce que ça veut dire, c'est si vous pesez, si on arrondit, mettons, à 1,5 puis vous pesez 70 kg, ben, ça veut dire que vous voulez avoir 105 grammes de protéines par jour. OK? Pour vous donner un petit exemple, si on continue, mettons, un œuf, ça a 6 grammes de protéines. Si vous mangez les œufs de mon assistante Linda, ils ont 7 grammes de protéines. Ces œufs-là sont comme extra qualité. Là. Fait que ça veut dire que si vous décidez de juste manger, on va dire que vous devenez comme complètement fou puis que vous mangez juste des œufs dans une journée, bien, ça vous prendrait plus qu'une douzaine. Si vous pesiez 70 kilos, ça vous prendrait plus qu'une douzaine d'œufs pour arriver à votre 105 grammes de protéines dans votre journée. OK? Mais après ça, on a 100 grammes de saumon, ça va donner 22 grammes. 100 grammes de poulet, ça va donner 28 grammes. Les œufs sont vraiment une top source de protéines. Le poulet, le bœuf, bien sûr, va être comme très haut en teneur. Si je ne me trompe pas, le bœuf, on regarde comme autour de 33 grammes par 100 grammes. Ça va être de la protéine qu'on va pouvoir absorber puis utiliser. Puis, tu sais, les lentilles, on a 50 grammes de lentilles, ils vont donner 8 grammes de protéines. Mais encore, comme on a dit un peu, ce ne sera pas une protéine qui va être jugée complète. Donc, on devra prendre quelque chose d'autre pour la supplémenter dans notre journée pour avoir une protéine vraiment complète. Tout le monde va bien? Juste ceux qui ont la caméra allumée, juste faites oui de la tête. There you go. Merci, Joanne, j'apprécie. C'est bon, ça. Merci. Alors, quelque chose qui est quand même intéressant, j'ai vu, il y a une question qui vient de popper, mais je vais juste... Fait que ça, c'est une étude qui est vraiment intéressante. Fait que juste si on prend notre alimentation en protéines, puis, tu sais, là, c'est toute l'espèce de mode de la diète cétogène, que je ne suis pas nécessairement méga fan, là, mais c'est pas bien grave. Mais si vous prenez votre alimentation, puis qu'elle faisait juste que vous mangez 15 % de protéines sur votre nombre de calories totales dans une journée, puis que vous augmentez à 30 %, bien, de façon spontanée, les gens consommaient 450 calories de moins. Fait que c'est là où on voit que la protéine a vraiment un effet vraiment important pour la satiété. Ce qui veut dire que quand je mange la protéine, j'ai l'impression d'être plus plein. C'est quand même important si je veux manger un petit peu moins ou si je veux manger un peu plus équilibré ou si j'ai d'autres objectifs. Ça, voilà. C'est juste des commentaires pour dire à quel point Daniel est merveilleux. On le savait déjà. Fait que c'est ça. Fait que si, tu sais, des fois, si l'objectif est la perte de poids ou diminuer la quantité de calories que vous mangez dans la journée, vous pouvez certainement, en augmentant la quantité de protéines que vous mangez dans la journée, ça peut faire une grosse différence pour juste tout à coup, vous allez manger. Tu sais, la recherche est claire, c'est de façon spontanée. Les gens dans l'étude mangeaient 450 calories de moins. Ce qui est quand même pas à négliger parce que 3500 calories, c'est une livre de gras. C'est juste si on veut être clair. Là. Je vais juste m'assurer de ne pas manquer. Si on prend du Ensure, oui, l'Ensure va être d'habitude dans l'Ensure. Fait qu'il y a Hélène qui posait une question de si on prend un Ensure, est-ce que c'est un supplément correct? Je ne connais pas vraiment par cœur le Ensure, mais j'ose croire qu'ils ont mis une protéine complète dedans, Hélène. Mais je pourrais vérifier et te répondre sur le groupe Facebook. Ça aussi, c'est super important. Fait que dans les lipides, c'est le gras. OK? Et comme avec les protéines, on a des lipides qui sont considérés essentiels et des lipides qui sont considérés non essentiels. Encore une fois, à l'examen, vous devez être capable de dessiner ces deux molécules-là. C'est super important. Non, c'est complètement inutile. Mais tout ça pour dire qu'il y a des sources de gras qu'on ne peut pas faire
qui doivent venir de sources externes. Donc, vous devez les manger. Comme j'ai dit, c'est essentiel. Fait que nos types de gras, on a des gras saturés, on a des gras monoinsaturés, puis on a des gras polyinsaturés. Ce que ça veut dire, nos gras saturés, ça veut dire qu'il n'y a pas de double liaison. Fait que ça fait des gras qui sont très, très stables, qui sont bons pour cuisiner, parce que même quand on les chauffe, ils ne vont pas se déformer puis créer des gras qu'on n'est pas capable d'assimiler ou de digérer. Fait que dans nos gras saturés, vont souvent venir de sources animales. Tu sais, on parle du lard, on parle du gras de canard, on parle l'huile de coco va tomber beaucoup dans cette zone-là aussi. OK? C18, là, ça veut dire dans le fond qu'il y a 18 carbones dedans, c'est pas super important, là, puis qu'il n'y a aucune double liaison. Ça donne si jamais vous voulez être vraiment scientifique, là, comme moi, étant un gros nerd. Attends, je vais remonter. Après ça, mes gras monoinsaturés, qui vont être, eux, à leur tour, vont avoir une double liaison. Fait qu'ils vont être un petit peu instables, mais pas beaucoup instables. Et ça va tomber plus dans des catégories comme de l'huile d'olive, des trucs comme ça. Et après ça, on a nos gras polyinsaturés. Donc ici, on a 3 doubles liaisons qui, eux, chaque double liaison crée une petite brèche où si je le chauffe trop, ça peut flipper. Puis quand ça flippe, c'est là où on crée des gras qu'on appelle trans, qu'on sait qui sont vraiment mauvais pour la santé, qui ne sont pas humains, mais qui ressemblent plus à du plastique qu'à de la nourriture. Ça. Fait que nos acides gras essentiels peuvent ensuite aller dans différentes catégories et devenir, surtout ce qu'on veut se concentrer, c'est l'EPA et le DHA qui sont nos huiles de poisson classiquement. Là, okay? Alors, l'EPA et le DHA, c'est vraiment ce qu'on appelle, comme l'huile de poisson, qui ont des rôles pour la santé qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Mais l'acide alpha-lipoïque, va juste devenir à 5 de l'EPA puis à 0,5 du DHA. Fait que la conversion est vraiment, vraiment difficile de notre acide gras essentiel. On est capable, comme j'ai dit, l'EPA et le DHA ne sont pas essentiels parce qu'on est capable de les convertir à l'intérieur de notre corps, mais pas de façon super efficace. Il y avait un autre commentaire. Je suis content. Alors, si on regarde les oméga 3, ça c'est une slide d'un de mes profs qui s'appelle Bob Burkowski, qui est du Texas, qui très simplement démontré que les oméga 3, les huiles de poisson, diminuaient les chances d'infarctus, de problèmes cardiaques et de problèmes de cancer par 13 mécanismes différents. Donc, ils calment l'arythmie, ils sont antithrombotiques, ils sont antisclérotiques, ils sont anti-inflammatoires, ils aident le tissu endothélial, ils diminuent la pression sanguine, ils diminuent les triglycérides, ils diminuent l'inflammation encore, ils diminuent l'angiogénèse, ils diminuent l'oncogénèse. Fait que tout ça pour dire que vos oméga 3 deviennent vraiment des suppléments vraiment importants pour garder l'équilibre dans votre système et prévenir même des maladies chroniques plus tard. Nos sources de gras, dans nos animaux, il y en a pas mal tout le temps. Là. La majorité des viandes animales vont venir avec une source de gras, comme j'ai dit, soit des gras saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés. C'est sûr que le poisson va représenter plus d'oméga 3 juste par la nature de la bête. Là. Fait que tout ce qui vient vraiment d'eau froide va avoir plus d'oméga 3. Sinon, aussi le bœuf, si vous êtes capable d'avoir du bœuf d'élevage sauvage, avec du bœuf qui a mangé juste du gazon, il va y avoir beaucoup d'oméga 3 quand même dans ça aussi. Et ensuite, j'ai mes sources végétales, j'ai mes noix, j'ai mon huile, j'ai mon avocat, j'ai la noix de coco. Combien de gras? Donc, c'est vraiment difficile. Tu sais, il y a eu une mode dans les années 80 là, où c'était très simple. Là. Tout le monde voulait manger le moins de gras possible. Et puis, ils ont réalisé qu'en bas de 20 quand moins de 20 de nos calories ne viennent pas du gras, les gens ne se sentent pas bien. Parce que toutes nos hormones sexuelles vont être faites à partir du gras. Donc, on a besoin, littéralement, comme notre corps prend du cholestérol et le cholestérol devient toutes nos hormones reproductives. Fait que la testostérone, l'aldostérone, le cortisol, fait un paquet d'affaires. Alors, c'est pratiquement impossible d'avoir moins de 20 de nos calories qui viennent du gras. Donc, la majorité des gens vont quand même rencontrer ce standard-là de façon assez
facile. Ça, Nancy just ask, is it 2 par jour? 2 par jour de quoi? Daniel, je ne comprends pas la question, puis je ne vois pas la question de Nancy. Fait que je vais attendre que Daniel me réécrive la question, puis on va voir. C'est juste Nancy, elle m'avait demandé, Nancy, est-ce bien 2 par jour, mais elle m'avait demandé en privé, fait que 2 gélules par jour oméga 3. En fait, on arrive exactement là, Nancy, t'es juste d'avance. Alors, combien? Puis, je sais pas si j'ai peut-être pas écrit. Ah non, je l'ai pas écrit, mais c'est 3 à 5 grammes d'oméga 3 par jour qu'on veut, à peu près. Puis, la supplémentation, moi, c'est toujours même ce que je dis aux patients, aux gens que je travaille avec, c'est, tu sais, quand on y pense, nos grands-mères, là, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ben, elles prenaient de l'huile de foie de morue, tu sais. Puis là, ils prenaient ça, puis ils se pinçaient le nez, puis ils se mettaient ça dans la bouche. C'était vraiment complètement dégueu. Mais si on recule même, tu sais, de 40, 50, 60 ans, ben, les gens prenaient quand même une source externe d'oméga 3. Alors, pour moi, les oméga 3, c'est même pas considéré un supplément alimentaire, c'est juste comme une base de l'alimentation à laquelle la majorité du monde n'arrive pas. Fait que, si vous habitez en Alaska puis vous avez du saumon d'élevage sauvage puis vous mangez ça tous les jours, peut-être que vous arrivez à un niveau d'oméga 3 adéquat. Là, après ça, les oméga 3, souvent, on les prend juste, on les prend plus l'hiver. Fait que, je l'ai fait un peu comme la vitamine D, là, de octobre jusqu'à mai. Fait que là, c'est un bon moment pour prendre une petite pause si vous en prenez. Voilà, excellent. Alors, les glucides, si on en fait, notre nourriture, il y a 3 macronutriments qu'on va appeler. Là, qui sont, macro, c'est gros, nutriments, c'est nutriments. Fait qu'on a les protéines, les lipides et les glucides. Les glucides, c'est notre 3e groupe et c'est notre groupe qui est non essentiel. En fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas en manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de glucides, que si je ne mange pas ça, je ne vais pas survivre. Fait que si tu es pris sur une île déserte avec juste du gras puis des protéines, tu vas survivre. Si tu es pris sur une île déserte juste avec des glucides, ce ne serait pas vraiment possible de toute façon. D'habitude, les glucides viennent avec d'autres choses, mais tu ne survivrais pas. Alors, par exemple, les glucides sont super importantes parce que souvent, les glucides vont venir avec de la fibre, des fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires sont super importantes pour l'élimination et pour améliorer la flore digestive. Les légumes et les fruits qui sont principalement des glucides, viennent souvent avec beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamines, beaucoup des micronutriments, les macronutriments, mais les micronutriments, fait que les antioxydants, les vitamines, les minéraux. Et c'est vraiment difficile, là, c'est ça, il y a l'espèce de la diète carnivore, la diète cétogène et tout. C'est vraiment difficile de maintenir une diète sous 130 grammes de glucides par jour pour une période allongée de temps. Fait que c'est quand même quelque chose qu'on veut garder en tête. Les glucides sont divisés dans ce qu'on appelle un indice glycémique qui nous donne vraiment la rapidité. Lorraine, j'arrive avec l'eau, inquiète pas, je l'oublie jamais. Fait que Lorraine qui disait l'eau est aussi très important, on y arrive. Alors, l'indice glycémique, ça veut dire à quel point notre glucide va devenir du sucre dans notre sang. Fait que, l'extrême de ça, c'est si on n'est pas capable de gérer notre sucre dans notre sang, c'est le diabète. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des aliments que si on les mange seuls, vont causer une augmentation plus rapide du sucre dans notre sang que d'autres aliments. Et ça, nos aliments en verre, ici, sont ce qu'on va appeler des sucres plus lents. C'est plus ce que vous voulez consommer un peu à tous les jours ou en collation parce qu'ils ne vont pas causer un espèce de spike comme dans l'image ici. On veut vraiment que notre petite glycémie elle monte, puis là, elle va redescendre, notre pancréas va produire du glucagon, notre glycémie va remonter, notre pancréas va produire de l'insuline, notre glycémie elle va redescendre, notre pancréas va produire du glucagon, notre glycémie elle va remonter. Puis si on mange des aliments qui sont vraiment rapides, des pizzas, des raviolis, des trucs comme ça, ça fait que notre glycémie va monter vite, puis on redescend vite, puis on monter vite, puis on redescend vite. Puis là, ça, c'est beaucoup de stress sur notre corps. Parce que notre cerveau, lui, il peut juste utiliser du sucre. Il peut utiliser des corps cétoniques, mais à moins d'être en cétogénèse, il utilise du sucre comme source principale. Fait que si tout à coup, il y a beaucoup de sucre, puis là, il n'y a pas beaucoup de sucre, puis là, il y a beaucoup de sucre, c'est beaucoup de stress pour le corps de gérer ça. Puis, tout le monde a déjà été dans une situation où ils ont été courts avec quelqu'un, où ils ont été bêtes ou quoi que ce soit. Puis c'était juste parce qu'il était en hypoglycémie. Il y a un livre qui s'appelle « Le mal du sucre ».
dans lequel l'auteur met pas mal, tu sais, je pense qu'elle dit comme 70% des divorces sont causés par juste de l'hypoglycémie. Tu es en hypoglycémie, tu t'es pogné avec ta blonde puis là, ou ton chum, puis là, vous êtes mis à crier, puis là, OK, je m'en vais même! Ça s'est fini là. C'est tout ça pour dire que ça existe. Et la grande oubliée, Lorraine l'avait prédit, l'eau. Fait qu'on vit vraiment dans un monde où on priorise ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments, mais l'environnement dans lequel on est, bien ça, c'est l'eau qui gère ça. T'sais. Alors, l'eau, c'est essentiel à la vie, elle est fabuleuse et c'est vraiment la grande oubliée. Si on considérait juste de mieux s'hydrater dans la vie, ça ferait toute une différence sur notre santé. Et si on regarde combien d'eau, c'est un peu difficile de juger de ça toujours parce que d'un point de vue académique, là, de faire des études, de dire à quelqu'un de ne pas boire d'eau pour les comités d'éthique, c'est un peu plus tough, mais ça reste que pour les hommes, on regarde un 2,5 litres d'eau par jour, puis pour les femmes, on regarde au moins un 2 litres d'eau par jour. Puis certaines études vont monter jusqu'à 3,3 puis 2,3 litres d'eau par jour. Fait que c'est quand même beaucoup d'eau. Là. Ça fait 2 litres, c'est pas compliqué, là, c'est 8 tasses. Fait que ça peut devenir beaucoup d'eau ou pas. Moi, la formule que moi j'utilise, que j'aime vraiment beaucoup, en fait, c'est le poids en livres divisé en 2. Ça donne le nombre d'onces d'eau que tu es supposé boire par jour. Puis ça, c'est vraiment de l'eau, c'est pas le thé, c'est pas le café, c'est pas les boissons gazeuses, c'est pas rien de ça. Fait que ça veut dire que si vous pesez 150 livres et qu'on divise ça par 2, ça fait 75 onces d'eau. 64 onces, c'est 2 litres. Fait que souvent, je vais dire aux gens, avant chaque repas, tu prends 2 grands verres d'eau 15 minutes avant chaque repas. Puis comme ça, là, tu vas en boire un matin, tu vas en boire un soir, puis tu vas arriver à ton 2 litres d'eau pareil, puis tout va bien se passer. OK? Mais l'eau est vraiment essentielle. Quelle sorte d'eau? Ça, c'est toujours une bonne question hein, parce que l'eau de source, c'est super, mais elle vient dans une bouteille en plastique qui vient avec potentiellement tout plein d'effets néfastes. Je vais juste voir. Voilà. Oui, ça, c'est facile. Ben, ça dépend déjà. L'eau du robinet, ben, le chlore dans l'eau n'est pas top, mais ça, c'est une solution vraiment simple si vous faites juste. Mon préféré, vraiment, reste potentiellement l'eau du robinet filtrée. Là. Fait que vous pouvez la filtrer dans un filtre Brita, ou si c'est juste le chlore que vous voulez éliminer, vous pouvez juste la laisser, si vous la laissez sur votre table la nuit, ben, le chlore, c'est un halogène qu'on appelle. Fait il va s'évaporer lui-même. Moi, personnellement, j'ai comme un. Vous pouvez vous imaginer, je suis un peu intense. Là. Fait que j'ai un gros système de filtration qui filtre toute l'eau dans la maison. Fait que l'eau est vraiment clean. J'aime pas vraiment les filtres à osmose inversée parce que on se commence avec de l'eau déminéralisée qui n'existe pas vraiment dans la nature. Fait que c'est pour ça que je trippe un peu moins. Voilà, ça c'est bon. Attends, juste voir Lorraine. Oui, l'eau du robinet, ça reste ma préférée, puis on peut la placer au frigo justement pour faire ça. C'est quand même important d'avoir assez de sel dans notre alimentation pour permettre ça aussi, hein, si vous n'avez pas compris, là, ce petit graphique-là avec le tubule distal puis le tubule collecteur à l'examen pour la prochaine fois. Mais le sodium est essentiel, fait que nos minéraux essentiels sont vraiment importants pour l'absorption de l'eau. Fait que ça, c'est un truc que je donne souvent. Si vous réalisez que, bon, vous buvez pas assez et que vous voulez augmenter vraiment votre apport en eau, bien, puis là, ce qui va arriver, puis si vous allez faire vraiment beaucoup de pipi, là, vous allez uriner vraiment très souvent, vous pouvez toujours juste rajouter une pincée de sel de mer ou une pincée de sel himalayen rose dans votre eau. Ça va augmenter un peu le sodium, ça va augmenter un peu les minéraux, ce qui va faire que vous allez retenir l'eau mieux, ce qui va être mieux pour votre corps. Là. Vous allez aller moins souvent à la salle de bain. Alors, maintenant, pour l'entraînement, on va parler du café, on va parler d'avant, puis on va parler de pendant, puis on va parler d'après. Ça va super bien. On fly. Le café, c'est drôle, j'en parle parce que c'est comme le grand coupable là, dans la vie. Pour la raison vraiment simple, c'est que les gens finissent par vraiment le boire au mauvais moment. Fait que, c'est comme, j'ai fait mon petit cours de yoga, puis je vais aller boire mon café, ou j'ai fait mon entraînement, puis je vais boire mon café après. C'est vraiment pas l'idéal. On veut avoir un café avant l'entraînement, pas après l'entraînement. Puis la raison... Attendez juste un instant. Voilà. Le café, c'est tellement bon, Lorraine. Je suis tellement d'accord avec toi.
Je suis un gros fan de café. Je ne suis pas contre le café, loin de là. Je suis juste fan du café au bon endroit, au bon moment. Alors, on veut avoir un café avant l'entraînement, pas après. Puis la raison est vraiment simple. Le café, c'est un stimulant. Là. Je ne vous cache rien en vous apprenant que le café, c'est un stimulant. Fait avant l'entraînement, on veut s'en servir pour mobiliser le maximum de nos ressources. Puis après l'entraînement, ben, on veut l'éviter parce qu'on veut avoir le petit retour au calme, on veut être relax, puis on veut permettre à notre corps de récupérer puis d'avoir le maximum de gains. Fait que, il faut se rappeler que quand on s'entraîne, c'est pas quand que ça brûle. Tu sais, Daniel, il faisait les exercices de côté tantôt, puis c'était super, ça brûle. C'est pas là que le muscle devient plus fort. Le muscle devient plus fort à la récupération après. Fait que ça veut dire que vous voulez vous assurer que votre récupération est vraiment adéquate. C'est pour ça que le café après, bien, ça ne vous permettra pas d'avoir une récupération adéquate. C'est pour ça qu'on minimise le café après. En fait, on ne prend pas de café après, puis on prend avant l'entraînement. C'est ça qu'on veut. Un booster, comme dirait Lorraine. Alors, le temps de démission de la caféine, ça, c'est pas super important, mais c'est de réaliser que c'est 3 à 5 heures. Fait après 3 à 5 heures, vous avez la moitié. Après 3 à 5 heures, vous avez la moitié. Fait votre café, là, aussi, ça, un petit rappel pour le dodo, là, pas de café après 3 heures parce que ça va être un stimulant. Puis ça va vous donner, même si vous endormez bien, même si tout ça c'est vrai pareil, je vous garantis que la qualité de votre sommeil n'est pas la meilleure. L'autre affaire, par exemple, puisque c'est 3 à 5 heures, ça veut dire que si vous prenez un café le matin, puis vous faites votre Tabata après, puis après ça, vous faites votre stretching, puis à 8 heures, vous avez fini, puis vous voulez un café à 3 heures de l'après-midi, vous êtes assez loin de votre entraînement pour pouvoir avoir votre gain puis en profiter. Fait que c'est vraiment ça qui est l'idéal. Et pour certaines personnes, c'est pas de café l'après-midi, certainement, parce que ça l'empêche de dormir. L'entraînement à jeun. Fait que ça, c'est toujours, durant l'entraînement, il y a beaucoup, je vais dire avant-entraînement, si votre objectif, c'est la perte de poids, ça arrive quand même, hein? Il y a beaucoup d'études qui vont démontrer que l'entraînement à jeun va aider beaucoup à mobiliser le gras, fait utiliser les lipides internes, le gras interne, comme source d'énergie. Fait que ça peut quand même être une bonne manière. Ça veut dire, vous dormez le matin, vous dormez toute la nuit, puis avant même de déjeuner, vous pouvez juste prendre un café. Moi, c'est l'option que je priorise même. Là. Vous prenez un café, puis là, vous entraînez, puis après ça, vous pouvez manger, puis là, on va parler du après. Mais ça va vous donner un avantage d'un point de vue mobilisation énergétique. Là. Et c'est important de au moins avoir fini de manger 1h30 avant. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous décidez de ne pas le faire complètement en jeûne, de ne pas avoir mangé depuis la veille, si vous entraînez l'après-midi, bien, vous ne voulez pas vous entraîner tout de suite après le dîner, par exemple. Parce que là, quand on est en train de manger, bien, la majorité de notre sang se ramasse dans notre système digestif, dans notre ventre, moins dans nos muscles, moins dans nos extrémités. On active ce qu'on appelle notre système nerveux parasympathique, qui lui fait OK, on envoie le sang dans le centre parce que là, il faut qu'on digère les bébelles, puis il faut qu'on extrait les molécules, puis il faut que ça aille bien. Tandis que quand on fait de l'activité physique, bien, on stimule notre système nerveux sympathique, puis là, on envoie le sang dans nos muscles. Fait qu'on ne veut pas que le corps soit un peu pris à faire OK, là, je fais quoi? Là? J'envoie-tu le sang là? J'envoie-tu le sang là? Fait en attendant une bonne 1h30, 2 heures avant de s'entraîner après un repas, ça va prévenir ça parce qu'après 1h30, 2 heures, l'estomac devrait s'être vidé pas mal. Durant l'entraînement, l'eau reste la meilleure chose, vraiment. Si vous suez beaucoup, vous pouvez vous assurer de restaurer vos électrolytes. Même si vous ne suez pas beaucoup, des fois, vous pouvez acheter des électrolytes, ça peut vous aider. Si vous entraînez vraiment longtemps, je ne sais pas, là, si vous êtes marathonien et que vous allez faire une course de 2 heures, puis après ça, vous revenez, vous faites un stretching de grace, ou que vous décidez, bon, vous allez faire un pilates, un yoga, puis un stretching, puis vous finissez avec une méditation, bien là, peut-être que vous voulez certainement vous assurer d'ajouter un peu de sucre naturel dans votre eau pour refaire aussi vraiment ce qu'on appelle le glycogène musculaire, avec le sucre qu'on a disponible pour nos muscles. Pour une partie de golf, après une partie de golf, en fait, c'est une partie de golf, tu vas marcher assez longtemps, Marguerite, que ça peut être intéressant d'avoir un petit supplément d'un peu de sucre dans l'alimentation pour pouvoir restaurer le glycogène musculaire là, pendant qu'on le fait.
Ça, c'est l'histoire vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Gatorade, là, mais le Gatorade, ça vient des Florida Gators, fait que l'Université de la Floride. Ces joueurs, ils avaient réalisé que les joueurs avaient tout le temps de la difficulté à l'équipe de football, avaient tout le temps de la difficulté dans le 4e quart. Alors, les chercheurs en sciences de nutrition, ils ont décidé de faire, OK, combien de sucre qu'on peut mettre dans une boisson sans que le sang aille vers l'estomac. Fait que, est-ce que je peux mettre 5 grammes de sucre dans 100 litres d'eau? Est-ce que ça fait que le sang se déplace vers l'estomac ou j'ai encore le maximum de sang dans mes muscles? Ça, ils ont trouvé vraiment l'espèce de ratio qui était optimal. Puis si je ne me trompe pas, c'est 7 grammes par litre, là, qui faisait que, OK, on était capable de refaire du sucre puis de rendre plus de sucre disponible pour les muscles sans avoir un shift du sang vers les organes internes puis qui s'éloigne des muscles. Attendez, excuse-moi. Voilà. Ça, je veux ça. Les noix, ça va être pour après l'Iron. Fait que pendant, on va vraiment essayer parce que les noix vont quand même être difficiles à digérer. Fait que je ne les suggère pas vraiment pendant l'entraînement. Après ça, il existe vraiment beaucoup de produits que vous pouvez prendre, mais le but, c'est d'avoir juste assez de sucre pour nourrir les muscles, mais pas assez pour que le flux sanguin s'en aille vers le système digestif. Mon préféré, c'est vraiment sirop d'érable ou de miel. Fait que je vais prendre 1 litre d'eau, je mets un peu de sirop d'érable ou de miel dedans. Je sais que ça. Je vais peut-être mettre un peu de sel himalayen si je veux rajouter un peu d'électrolyte. Je sais que ça. Et puis comme ça, après ça, j'ai vraiment mon espèce de drink optimal pour moi. Puis vous pouvez jouer avec les quantités si jamais c'est quelque chose que vous réalisez que vous avez besoin. Faire, OK, si je rajoute... tu vas dire au golf, Lorraine. J'avoue que les noix, ça peut être bon. Fait que vous pouvez jouer vraiment avec les quantités, de faire OK, si je rajoute une cuillère, si je rajoute 5 ml de sucre ou 4 ml de sucre ou quoi que ce soit pour trouver vraiment ce qui est optimal pour vous. Ou sinon, Gatorade, ils ont la bonne vieille formule qui existe encore. Après l'entraînement, on veut vraiment prioriser glucides et protéines. Donc, ça reste vraiment un excellent moment pour les glucides parce que ce qui est arrivé, c'est à l'activité physique, à l'effort, il y a des glucides dans votre muscle qui ont été utilisés pour faire la contraction musculaire. Bien là, il faut qu'on retrouve tous ces glucides-là. Il faut qu'ils retournent dans nos muscles. On appelle ça du glycogène musculaire. Aussi, c'est qu'on veut favoriser ce qu'on appelle le retour au système nerveux parasympathique, comme je vous disais, pour favoriser la récupération. Parce que quand le sang est dans le système digestif et que le système nerveux parasympathique est activé, bien, c'est vraiment là où on va prioriser la réparation tissulaire et puis le retour au calme et tout. Fait que la nourriture de bonne qualité reste le meilleur moyen pour combler ces besoins-là. C'est quand même, c'est le moment, s'il y a un moment dans votre semaine où vous voulez vous gâter, je vais dire entre guillemets, puis prendre une gâterie, c'est certainement après l'entraînement. Parce que ce qui arrive, c'est que nos muscles deviennent prêts à recevoir du sucre sans l'aide de l'insuline. Fait qu'on a ce qu'on appelle des récepteurs GLUT4, c'est glucose 4, qui, eux, vont aider à remettre le sucre dans les cellules musculaires sans l'aide de l'insuline. Fait que moi, ma blague tout le temps, c'est certainement mon moment dans ma semaine. Moi, je suis un fan des nibs. J'en mange quand même rarement, je dirais. Mais si je vais en manger, ça va être après l'entraînement parce que je sais que c'est là où je vais pouvoir me le permettre et que je n'aurai pas les effets de réaction d'insuline Alors, après l'entraînement, par exemple, vraiment, je priorise de manger quand même le plus rapidement possible. Parce que sinon, votre corps va se mettre à jouer au yo-yo d'hypo et d'hyperglycémie. Puis ça, souvent, ça va expliquer les gens qui perdent pas de poids. Tu sais, les gens qui commencent à s'entraîner puis ils prennent du poids, ben, c'est parce que l'alimentation autour de l'entraînement n'est pas adéquate. Donc, comme je dis, suite à l'entraînement, vous voulez refaire vos stores de glycogène, manger de la protéine pour aider à rebalancer votre système. Oui, c'est ça, les nibs. Hein? Je suis content que Linda et Lorraine soient comme d'accord avec moi, sont de mon bord. Je me sens soutenu dans mes rages de sucre. Qu'on gère bien avec l'entraînement. Et tout ça pour dire, si vous le savez là, que vous allez manger du sucre, souvent même je vais donner ça, ben OK, tu as le droit de manger du sucre, tu as le droit de manger une gâterie, tu as le droit de manger ta réglisse rouge, whatever, mais il faut que tu fasses l'entraînement avant. Fait que, justement, tu ouvres une vidéo, là, tu fais mon vidéo, une vidéo de 18 minutes de Grace
en pilates, là, vous allez avoir le droit d'avoir des glucides. Un shake de protéines n'est pas nécessaire, mais on veut certainement avoir un apport en protéines aussi, comme j'ai dit, les glucides. Puis on veut certainement des protéines aussi pour refaire tous les tissus. Parce que c'est sûr que quand on s'entraîne, quand on contracte nos muscles, ben, il y a des petits dommages dans les tissus qui se cassent et qui se rompent. Ben ça, c'est sûr que ça fait qu'après ça, il faut qu'on les répare. Mais ce qui répare ces tissus-là, c'est de la protéine. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir de la protéine. Collation d'après-entraînement, un repas, si vous faites un repas, vous pouvez certainement avoir un repas. Fait que, si vous entraînez le matin, vous prenez un café, vous entraînez, votre déjeuner peut certainement faire la job. Mais sinon, si c'est une collation, ben, des dattes avec du tahini, on va avoir des glucides puis des protéines, des légumes avec de l'humus, on va avoir des glucides avec des protéines. On voit que Catherine avait corrigé mon truc. Jamais est-ce que j'écrirais tartine, mais ça, j'imagine que c'est le bon mot en français. Là. Fait que merci à ma chérie qui m'a corrigé, mais une toast au beurre de finot avec du miel. Sinon, tu as un smoothie de fruits avec des protéines, du beurre avec des céréales, vraiment rendu là. Ça peut être aussi bon que votre imagination. Là. Fait que ça vous donne une petite idée de quoi manger quand autour de l'entraînement. Juste une petite base à la base. Elisabeth, I'm really suggesting dairy and bread. Alors, Elisabeth, it's gluten-free dairy and it's coconut. It's gluten-free bread and coconut dairy. Fait que Elisabeth qui se moque de moi parce que les produits laitiers, c'est quand même pas mon préf, mais votre yogourt peut être un yogourt de noix de coco, que j'adore vraiment, qui est excellent d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, il y a une compagnie québécoise qui fait du yogourt de coco qui est excellent à la vanille. Et puis du pain, bien, c'est évidemment du pain sans gluten. Mais ça, c'est pour une autre discussion, Elisabeth. Ça,